Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, honorable assistance. En ce mémorable jour, j'ai l'immense honneur de vous présenter le fruit de mon travail de recherche sur la législation portuaire au Maroc. Avant d'entamer la présentation de mon travail, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements à Monsieur le professeur Marech Abdullah. J'ai effectué plusieurs stages et plusieurs formations, ainsi que plusieurs entretiens à l'ISM, au DLPP, à la division des partenariats publics privés, d'où j'ai participé à la création d'une base de données contenant plus de 450 contrats de partenariat public entre des acteurs publics et des acteurs privés depuis 1906 jusqu'à 1917. Aussi, j'ai rencontré plusieurs acteurs publics et privés dans l'agence judiciaire du Royaume, M. Mohamed Al-Qasri, des visites au port de Tangéville, port de Tangémet et des workshops à la peine terminale de Tangémet 2, ainsi qu'un stage à la préfecture de la Saône-et-Loire, Mâcon en France, d'où j'ai rencontré l'ex-directeur du grand port de Dunkerque, M. Jérôme Guiton. Aussi, entre 2011 et 2013, j'ai réalisé 2 travaux de recherche, 2 mémoires, en relation directe avec mon champ d'investigation. À savoir, la première, c'était sous la direction de M. Marech Abdullah sur le complexe portuaire Tangémet, et la seconde, c'était en faculté de lettres, c'est sur l'évolution historique du secteur portuaire au Maroc entre 1860 et 2013. Problématique. À ce niveau, il est primordial de mentionner que malgré la volonté manifestée par le législateur et par les dirigeants marocains, confirmant la dimension interne sur laquelle s'est articulé le législateur lors de l'élaboration de la loi 1502, la question principale fut est-ce que la réforme portuaire est un choix ou est une nécessité? C'est-à-dire, est-ce que le choix de la libéralisation émane vraiment d'une volonté réfléchie, pensée et libre des autorités marocaines, ou bien c'est le fruit des exigences émanant de l'extérieur, c'est-à-dire des partenaires économiques du Royaume. Aux interrogations liées au déséquilibre causé par le statut juridique spécial octroyé au complexe portuaire Tangémet, contenant un ensemble d'avantages fiscaux, plaçant ce dernier à un rang nettement supérieur au reste des ports marocains sous la tutelle de l'AMP. Donc, je me suis interrogé sur l'impact du dit port. Est-ce qu'il s'alimente de l'affaiblissement du reste du réseau portuaire marocain? Maintenant, on ne parle pas seulement de Tangémet. Il y a Tangémet 1, il y a Tangémet 2, et aussi il y a le port de Nador-Westmed. Aussi, je me suis interrogé sur les nouveaux rôles de Marsa Maroc, les nouveaux rôles de l'ANP, de la séparation entre les missions régaliennes et entre l'exploitation et la gestion. Je me suis aussi interrogé sur le monopole déguisé, entre parenthèses, de l'ANP. Est-ce que l'État continue sa politique monopolistique à l'égard du secteur portuaire à travers l'ANP et Marsa Maroc, ou bien on est vraiment devant une libéralisation réelle du secteur portuaire et des services portuaires? Aussi, je me suis interrogé sur l'exploitation, le statut juridique du domaine public portuaire. Est-ce qu'il existe vraiment un domaine public portuaire? Est-ce qu'il y a une définition d'un domaine public portuaire? Est-ce que le législateur est conscient de l'existence d'un domaine public portuaire? Et aussi, je me suis interrogé sur la libéralisation et la privatisation, les mécanismes et les instruments juridiques d'exploitation, les concessions, partenaires publics-privés. Et enfin, j'essaie de faire une analyse de plusieurs textes juridiques, notamment celui en relation avec le pilotage portuaire et la police portuaire. Donc, le plan de la recherche est divisé en 2 grandes parties. À travers la première, j'ai essayé de faire un bilan, une analyse de l'évolution des textes juridiques portuaires en relation avec le secteur portuaire. Après le protectorat jusqu'à aujourd'hui, j'essaie aussi de mettre en lumière
les apports et les limites de la réforme, ainsi que le droit public, le droit portuaire spécifique, c'est-à-dire le statut juridique spécifique octroyé à Tangemet. Durant la seconde partie, j'ai essayé d'accorder plus d'attention à la question du domaine public, parce qu'au Maroc, la loi de 1914 traite d'une façon directe et parfois indirecte le secteur portuaire. Mais il y a une absence d'une définition exacte du domaine public portuaire. La loi 1502 traite d'une façon directe, c'est en relation directe avec le secteur portuaire, mais il n'y a pas une définition du domaine public portuaire. Certes, il parle de certains éléments, mais il n'y a pas une définition du domaine public portuaire. On parle de domaine public maritime, on parle de domaine public d'une façon générale, mais jusqu'aujourd'hui, il y a une négligence des spécificités du dit domaine. Aussi, j'ai accordé un versement, c'est-à-dire une intervention directe à travers le rachat des concessions et un monopole direct de l'État qui a pesé sur le secteur portuaire et qui a participé à la dégradation du dit secteur. À l'aube du XXIe siècle, le secteur portuaire marocain a connu un grand mouvement de réforme qui a été couronné par la construction du complexe portuaire Tangemet et la promulgation de la loi 1502. Cette loi a instauré un nouvel ordre institutionnel et juridique basé sur une approche participative, partenariale et sur la libéralisation des services publics, ainsi que sur une redéfinition du rôle des différents acteurs portuaires. C'est-à-dire ici on parle d'une séparation entre les missions régaliennes de contrôle qui sont accordées aux acteurs publics et de l'exploitation et parfois aussi de la gestion accordée aux acteurs privés. Dans ce contexte, il est primordial de souligner que la réforme portuaire est l'histoire du secteur portuaire pour emprunter les anciennes méthodes de gestion et d'exploitation qui ont été sous le protectorat de contrôle qui sont accordées aux acteurs publics et de l'exploitation et parfois aussi de la avant 1963. On n'a rien inventé. On a juste fouillé dans l'histoire du secteur portuaire pour emprunter les anciennes méthodes de gestion et d'exploitation qui ont été sous le protectorat pour les réutiliser à nouveau à partir de 2002. De ce fait, on peut dire que la réforme portuaire est une première étape sur le chemin de l'élaboration d'un code portuaire. La réforme portuaire n'est pas un code, parce qu'il y a beaucoup de textes qui régissent d'une façon directe ou indirecte le secteur portuaire, les activités portuaires. Certains juristes la considèrent en tant qu'un code, mais à mon avis, ce n'est pas un code, c'est juste un texte qui traite directement les activités portuaires seulement dans les ports qui sont sous la tutelle de l'ANP. Alors que les ports qui sont sous la tutelle de la TMSA échappent au contrôle de l'Agence nationale des ports. De ce fait, on peut dire que la réforme portuaire est une première étape sur le chemin de l'élaboration de l'État chargé des fonctions d'orientation, d'encadrement et de surveillance. Également, la réforme portuaire a permis, à travers l'intégration des investisseurs privés dans les financements des projets portuaires, la modernisation des grands ports, parce que seul l'État n'a pas cette capacité financière pour financer les grands ports de commerce. Maintenant, on ne parle pas seulement des ports, mais on parle des quatrième génération des ports, c'est-à-dire des complexes portuaires, des zones franches commerciales et des zones franches industrielles. Donc, ça dépasse la capacité financière de l'État, et donc la solution pour soulager les dépenses publiques, c'est de recourir aux acteurs privés, c'est de recourir à l'aide des acteurs privés pour financer. C'était le cas de Tangemet. Et maintenant, l'APM Terminal, l'Eurogate, Marsa Maroc, ce sont des concessionnaires qui ont payé pour l'État marocain pour exploiter les terminaux. Donc, par ailleurs, bien que la guerre, en effet, le statut légal du domaine public portuaire demeurait, durant les 2 dernières décennies, au centre d'un débat acharné entre les partisans de l'approche protectionniste et ceux souhaitant l'atténuation de son caractère rigide. Autant maintenant qu'on parle, dans les pays anglo-saxons, d'une certaine privatisation des ports. À l'Angleterre, on parle des ports privés. Alors qu'au Maroc, en France, on voit que les ports symbolisent la souveraineté de l'État. Donc, cette logique a mené le législateur à être un protecteur du domaine public de l'État, dont le domaine public portuaire fait partie. La suppression des barrières de protectionnisme,
ce qui nécessite à notre avis une réflexion profonde afin de trouver laquelle des deux approches sera un outil de performance capable d'optimiser la rentabilité et la qualité des services portuaires, car pour l'instant, il est encore tôt de parler d'une privatisation des ports marocains. On est seulement au stade de la libéralisation des services. Pour faire face à cette situation, le législateur a essayé d'atténuer le caractère rigide et lacunaire du cadre juridique régissant le domaine public portuaire, tout en reconnaissant un droit de superficie. Un droit de superficie, ce n'est pas un droit de propriété, mais seulement on peut le présenter en tant que garantie à l'égard des banques, parce que les acteurs privés ont besoin des empruntes pour financer leur investissement. On ne peut pas mettre en hypothèque le domaine public. Donc, c'est une invention juridique entre parenthèses qu'on a mis à la disposition des investisseurs, des acteurs privés, pour avoir l'accès au crédit auprès des banques. Donc, on essaie de soulager, mais toujours le domaine public portuaire le cadre juridique régissant le domaine public portuaire est un cadre rigide. Donc, pour faire face à cette situation, le législateur a pris un recours aux dispositions de la loi 86/12, notamment en matière de partage des risques et aussi de la responsabilité mutuelle entre l'acteur public et l'acteur privé. Donc on essaie d'inciter les investisseurs à venir au Maroc, investir dans le secteur public à travers ces garanties à la fois juridiques et à la fois financières et fiscales. Ce que nous considérons un signe de changement qui a subi le mode de pensée des autorités publiques marocains et marque le début d'une période de partenariat public-privé qui aura sans doute des retombées positives sur le développement du secteur portuaire. Outre les entraves précitées, la réussite de la libéralisation portuaire est tributaire de son degré d'adaptation et d'adéquation avec certaines notions qui lui sont en parfaite juxtaposition, à savoir la dominité publique et ses différentes formes d'exploitation et de gestion, le service public et ses différents aspects, ainsi qu'au respect de la séparation des missions régaliennes d'un côté et industrielles et commerciales d'un côté. Ici, on trouve que parfois, même la loi 1502, qui était d'abord élaborée pour participer à l'élaboration des secteurs portuaires et des services portuaires, il y a certaines dispositions qui renforcent parfois le monopole de l'agence. L'article 31 qui octroie le droit à l'ANP d'exercer l'exploitation directe des terminaux. Donc ce qui est contraire à l'esprit d'abord de la loi 1502 et ce qui reflète aussi les craintes et les réticences d'abord dans l'existence d'aucune restriction ou responsabilisation pour les abus qui pourraient en résulter. Enfin, je rejoins l'idée de Mme Charkaoui Hassania et de M. Charkaoui Najib sur la nécessité d'instaurer un conseil des ports marocains dont la tâche principale sera l'élaboration des stratégies de développement portuaire, ainsi la veille sur le libre jeu de la concurrence auquel l'ANP et la TMSA rendront compte. Le dit conseil aura également pour mission l'arbitrage en cas de litige entre les différents acteurs portuaires. En ce qui concerne le contrôle institutionnel exercé par l'ANP et la TMSA à l'égard des sociétés concessionnaires ou délégataires, applicable et une assurance quant au règlement des litiges. Ici, ce sont les recommandations que j'ai exposées. Donc, il y a des recommandations juridiques, des recommandations organisationnelles et aussi des recommandations managériales. La vision, c'est de faire du secteur portuaire marocain un secteur portuaire performant et locomotive de l'économie nationale. Certes, les exigences de développement interne et la nécessité d'accompagner les mutations des modes de transport et de la logistique portuaire avec une grande influence sur le choix de la réforme portuaire. Or, il ne faut pas nier le rôle
des pressions exercées par les différents partenaires économiques du Royaume, exigeant aux autorités ports marocaines la libéralisation des services portuaires. Ce qui positionne la réforme portuaire marocaine au mi-chemin entre le choix et l'exigence. Or, il est indiscutable, quel que soit choix ou exigence, la réforme portuaire est une nécessité pour le développement des ports marocains et aussi pour l'économie marocaine et pour le développement d'une façon générale, ce qui demeure fortement souhaité pour le secteur portuaire marocain et pour l'économie marocaine. C'est ainsi que notre présentation touche à sa fin et notre navire arrive à son port d'escale. L'accostage ne sera que temporaire, une autre aventure est à réinventer. Merci. L'usage veut que je vous rende la parole pour réagir aux différentes remarques ou des questions qui ont été posées, je ne me rappelle plus s'il y avait des questions, mais dans tous les cas, vous avez le droit de réagir, mais ne tardez pas trop. Pour vos remarques, précieuses remarques, observations. Vraiment, comme vous l'avez constaté, j'ai essayé de toucher plusieurs disciplines. L'histoire, droit public, droit privé, politique publique, management public, économie. Et je pense que ça revient parce que j'ai triple casquette. À la fois, je suis juriste. Je suis juriste privatiste. Et aussi, je suis historiographe. J'ai déjà un master en histoire. Et en même temps, je suis énarque. Donc, je fais du management public. Donc, ma thèse résume ces trois parcours. Aussi, je reviens sur vos remarques. Donc, je vais essayer de les intégrer au niveau de la dernière version de mon projet de thèse. Concernant les articles, comme l'a déjà mentionné M. le professeur Rachidi, vraiment la rareté des sources bibliographiques, la rareté des études doctrinales, m'a forcé de chercher dans les rapports, dans les articles journalistiques, d'économistes, en fait, il y avait peu j'ose consulter peu de professeurs des spécialistes en droit portuaire. Il y avait Robert Zintal. J'ai consulté des centaines de numéros de revues de DNF, droit à France. Aussi, j'ai essayé de chercher dans Remal, dans d'autres revues qui s'intéressent au droit public, aux politiques publiques. Donc, cette rareté m'a forcé de recourir souvent à des rapports et aussi à des articles. Et parfois, je trouve des informations sans que ces informations apportent le nom de l'auteur. Je t'ai forcé parce que ce sont des informations précieuses. Aussi, j'ai vu que vous avez constaté le poids de l'histoire. Parce que déjà, lorsqu'on parle du droit portuaire, du droit maritime, on parle déjà de l'histoire, des années 1919. Réglementant le domaine public remonte en 1914, sur le pilotage 1937, le police portuaire 1961. C'est de l'histoire, ce sont des documents historiques, je pense. Et ce sont des documents aussi qui servent à la législation. Ma principale recommandation, c'était de rajeunir ce cadre juridique. C'est de l'harmoniser avec les engagements internationaux du Maroc. Donc c'était ma principale. Et aussi c'était une exigence, parce que le Maroc a déjà signé des conventions de libre-échange. Les États-Unis d'Amérique, la Turquie, le monde arabe, maintenant la LECA, au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui à Miami, je pense déjà qu'ils sont déjà en train de négocier les formes de libre-échange au niveau du continent africain. Donc il faut préparer le secteur portuaire au défi de l'économie de développement au Maroc. Aussi le Maroc, je pense qu'il mise sur les ports pour faire des ports marocains une locomotive de l'économie du développement au Maroc. On est déjà le port avec l'inauguration du complexe portuaire Tangemet. Maintenant, on est classé 19e au niveau international. On était juste avant l'inauguration du port Tangemet, on était au 51e rang. Et aujourd'hui, on est 19e. Donc, vraiment, c'est un progrès, c'est une mutation. Ce sont les résultats de la libéralisation, ce sont les effets de la libéralisation. La libéralisation a fait du bien au secteur portuaire marocain, mais je critique pour améliorer
Je me suis rattrapé au niveau de la présentation. J'ai intégré les recommandations juridiques, managériales, organisationnelles. J'ai aussi me rattrapé au niveau de la problématique. Donc, j'essaie mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vais intégrer vos observations, vos remarques, et je vous remercie infiniment d'avoir accepté de juger et d'évaluer mon projet de test. Merci. Le samedi 6 juillet 2019 à 9h45. Monsieur Badr Zahir, né le 4 juillet 1982 à Tanger, titulaire d'une licence en droit privé, session de juillet 2007 avec la mention passable, titulaire d'un master en droit des transports et de la logistique avec la mention à bien, a soutenu dans le cadre du CEDOC Sciences juridiques et politiques, laboratoire DTL et conformément à l'arrêté du 23 septembre 2008 approuvant le cahier de charge des normes pédagogiques nationales du cycle de doctorat, une thèse de doctorat dirigée par le professeur Abdallah Marich portant sur le thème « La réforme portuaire, choix ou nécessité ». Le jury de soutenance de sa thèse se compose de professeur Abdallah Marich, professeur d'enseignement supérieur à la faculté de droit de Fès en tant que président, professeur Driss Jouidi, professeur d'enseignement supérieur à la faculté de droit de Fès en tant que suffragant, professeur Hind Lapta, professeur à la faculté de droit de Casablanca en tant que suffragant, professeur Zine Fassifiri, professeur à la faculté de droit de Fès en tant que suffragant, et le professeur Taïb Khaïsidi, ex-professeur d'enseignement supérieur à la faculté de droit de Fès en tant que suffragant. Après délibération, le jury a décidé d'accepter la dite thèse et de vous décerner le titre de docteur en droit privé avec la mention très honorable.